Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum et je vous raconte ici l'histoire criminelle de Norbert Bartosek et vous voici à la deuxième partie de l'épisode 7 de notre première saison. Je ne peux que vous inciter à aller écouter la première partie qui est en ligne et sans qui vous risquez de ne pas comprendre ce qui se passe ici. Et qui est très intéressante. J'espère, on verra. En tout cas, en guise de récapitulatif de la première partie, nous explorons un fait divers qui s'est déroulé à Bordeaux en 1935. Suite à une dénonciation, un petit groupe d'une quinzaine de personnes, des anarchistes libertaires, tombe tout à coup sous les projecteurs de la police qui va les poursuivre et les arrêter. Leur crime ? Avoir subi, aidé ou pratiqué des stérilisations volontaires par vasectomie. Le contexte historique ne plaisante pas trop avec le sujet et il met volontiers le feu aux poudres dans les esprits et discussions d'une époque ô combien troublée. Le protagoniste principal et auteur se nomme Bartosek Norbert. Dans la première partie que vous venez d'écouter, nous avons commencé à cerner le sujet. Je vous invite à poursuivre maintenant et on va commencer par ce que je vous promettais en fin de première partie. Parlons cocaïne. Pic, pic, pic. Mais c'est pas exactement ce que vous croyez. Plus précisément, Norbert Bartosek réalisait ses anesthésies locales à la cocaïne, produit phare de l'époque dans cette indication. Et de fait, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. C'est vrai que... Ça te parle, toi, évolué. l'usage de la cocaïne Oui. dans... Oui, je savais que c'était à une certaine époque, on utilisait d'autres produits, comme le Coca-Cola a été utilisé à des fins médicales aussi, dans du vin. Donc, Et pour cause, la cocaïne, c'est un alcaloïde naturel extrait des feuilles de coca. En l'occurrence, c'est un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Que j'ai goûté d'ailleurs. Et tu te rappelles c'est ce que les j'allais feuilles te de dire. coca. Ouais. D'ailleurs, bien avant l'arrivée des Européens, les populations andines mâchaient ces feuilles pour lutter contre la fatigue, la faim, le mal d'altitude. Exactement ce pourquoi tu l'avais utilisé. Tout à fait. Dans le train pour monter en haut, on allait voir... quand on est à à plus de à 3-4 000 d'altitude. On allait à pas Cusco. Je ne sais plus. Alors, on est vieux maintenant, on ne se souvient plus de rien. C'est ça. Mais non, et alors c'était marrant parce que du coup, quand je l'avais mâché les feuilles, alors j'ai pas pris la cocaïne transformée, on est d'accord, c'est juste les feuilles de coca. Ouais, c'est les feuilles qui j'avais... se vendent partout sur le marché. Ouais, tout à fait. La langue et toute la mâchoire inférieure qui était complètement anesthésiée, je sentais plus rien, je parlais, limite je bavais, j'exagère, mais voilà, et ça décuple, aussi les capacités respiratoires. On respire mieux en montagne, quoi. Et donc, l'usage médical de la cocaïne en tant qu'anesthésique local ne débute que vers le 19e siècle, en tout cas dans la pharmacopée telle qu'on la considère en Europe. C'est en 1860 le chimiste allemand Albert Niemann qui isole la cocaïne sous forme pure et qui décrit ses propriétés anesthésiantes de contact transmuqueux. En l'occurrence, il prend des cristaux de cocaïne qu'il pose sur la langue et qui provoque ce que tu viens de décrire, en fait, une anesthésie locale temporaire. Un jour, il va falloir qu'on évoque Albert Niemann. Alors, je vous ai cité énormément de noms tout à l'heure, Serge Voronoff, Bron Sequard ou autres. Il va falloir qu'on discute de Albert Niemann parce qu'en fait, il fait partie d'une longue liste de chercheurs, chimistes, médecins qui ont travaillé sur un gaz assez célèbre qui est le gaz moutarde, qui a été utilisé par ailleurs pour des fins très pacifiques. C'est ça notamment. Ouais. Mais et là, on va parler d'un autre nom célèbre que j'ai cité déjà tout à l'heure. 1884. Un certain Sigmund Freud, yeah. On le revoit, on le reconnaît, qui est donc autrichien, qui vante les effets stimulants de la cocaïne dans son fameux article qui s'appelle Uber Coca. D'où le Coca-Cola d'ailleurs à la base aussi. Alors après, on va en parler du Coca-Cola. Uber Coca qui veut dire au-delà de Coca ou Coca au-dessus de Coca en allemand. Et un collègue et ami de Freud qui s'appelle Karl Kohler qui est un ophtalmo
lui, il va découvrir par hasard les propriétés anesthésiantes de la cocaïne en chirurgie ophtalmo. Ouais. Ouais. Et il va l'utiliser d'ailleurs avec un certain succès comme anesthésique local, et ça va provoquer une avancée majeure à l'époque. Grosse découverte. Ouais. Ouais. Et donc, on va commencer à l'utiliser en ophtalmo, en chirurgie dentaire, en ORL, et on a, pour la première fois de façon assez facile et assez rapide et assez efficace, moyen de faire quelque chose, un geste localisé sans avoir recours à une anesthésie générale et toutes les complications qu'il peut y avoir en fait. Et ça, c'est pas mal. Bah, tu m'étonnes. Quand on voit aujourd'hui ce que ça fait. Et donc, on arrive à la fin du 19e siècle, début 20e, et finalement la cocaïne, elle est largement utilisée partout en médecine occidentale. Elle est présente dans beaucoup de produits pharmaceutiques et dans des boissons, comme dans la première version du Coca-Cola, le fameux Coca-Cola. Les Coca, c'est pour la feuille de coca, on est d'accord? Voilà, celle qui a été inventée par John Pemberton, et qui à l'époque c'était une boisson alcoolisée qui contenait donc des feuilles de coca, des noix de cola et du vin de Bordeaux, qui d'ailleurs reprenait une recette française qui existait déjà à l'époque. Avec de la coca? Et qui c'est un produit. Et d'ailleurs, le premier nom, ça s'appelait French Wine Coca. Donc c'est une invention française à la base. Alors il a copié. Je crois que c'est lui qui a rajouté de la coca et de cola. En fait, mais il a trouvé une boisson. Eux, ils avaient la noix de cola, le vin. Et lui, il a rajouté la coca. Je crois, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il n'y a plus de coca. Ni de vin, ni de cola. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a que le nom. Il n'y a plus que du sucre. C'est ça. Voilà. Et qui est aussi un stimulant. Tout à fait. Bon, on se rend assez vite compte, par contre, qu'il y a des effets secondaires à la cocaïne, que c'est assez rapidement addictif et assez fortement addictif, que c'est assez toxique également, avec des troubles cardiovasculaires, des hallucinations, et qu'il y a des cas de dépendance qui apparaissent, y compris, et d'ailleurs pas trop mal, chez les médecins eux-mêmes qui expérimentent sur eux, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, on commence assez vite à réguler l'usage de la cocaïne dans les formes médicales. Dans les années, au début des années 5, 10, 15, aux États-Unis, par exemple, avec en 1914 la Harrison Narcotic Tax Act, qui essaye de limiter son usage. D'ailleurs, elle tombe un petit peu en déliquescence quand on invente la procaïne en 1905, qui est connue sous le nom de novocaïne, qui conserve un effet anesthésique local, sans euphorie, sans dépendance, et donc clairement elle est écartée petit à petit, mais elle est écartée de façon officielle, sachant qu'officieusement, elle est quand même maintenue dans la pharmacopée. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1935, c'est encore utilisé. Bartosek va l'utiliser dans ses opérations. Au niveau contemporain, aujourd'hui, elle a complètement disparu de la pharmacopée, puisqu'on a des produits qui sont plus efficaces et moins problématiques au niveau secondaire. Plus efficaces, moins problématiques au niveau effet secondaire, effectivement. On a des formes synthétiques très, très largement utilisées maintenant, notamment la lidocaïne, qui fonctionne très très bien. Mais c'était intéressant de savoir que Bartosek a utilisé de la cocaïne, et que c'est probablement un effet secondaire de la cocaïne qui a éveillé les soupçons du médecin dont tu parlais au début. C'est ça, qui a obligé le patient à consulter pour des effets secondaires, et qui donc a lancé une envie d'en reprendre, peut-être. Non, c'était plutôt au niveau neurologique, les hallucinations alors je sais pas si c'est hallucination ou épilepsie vraiment, mais il y a eu un tableau neurologique, il a développé, le patient, il comprenait pas, donc il a consulté un médecin, et donc là aussi c'était important de faire ce point-là pour dire que c'est une des conséquences. Maintenant, on a expliqué tout à l'heure et dans la première partie de l'épisode, comment on est venu à faire en sorte que des anarchistes militants libertaires se disent que le recours à la vasectomie, à la limitation des naissances,
dans le cadre néo-malthusien qui était leur domaine de pensée, a pu être intéressant pour elle. On a vu que Bartosek s'inscrivait complètement dans cette lignée-là et dans cette philosophie-là. Bon. On a vu aussi on a évoqué le fait que Bartosek était un routard de la vasectomie. Mais, comme je disais, il est originaire d'Autriche. Ça se passe en France, et ça serait peut-être intéressant de savoir qu'est-ce qui... Il a fait partir d'Autriche. Qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a fait germer en lui, en Autriche, cette idée-là? Est-ce qu'il y avait un terreau particulier en Autriche? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a fait que tout d'un coup, un gars que rien ne prédestinait nécessairement à cette carrière européenne-là a déclenché? Tu nous as pas parlé de son frère qui avait inventé cette... Eh ben, on va aller justement en Autriche. Du coup, on va savoir pourquoi son frère a inventé ça. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, Bartosek, lui, donc c'est un anarchiste convaincu depuis la fin des années 20. Et donc, il est frère avec Clemens Bartosek, qui, lui, est médecin. Il est médecin, il est chef de clinique à l'hôpital de Grasse, et il est co-inventeur avec un certain docteur Schmerz, dont on va parler tout à l'heure, d'une technique moins invasive et plus rapide, très proche de nos standards actuels, comme je décrivais tout à l'heure, la petite incision, la ligature, on coupe entre les deux et c'est fini quasiment. Ben, c'est ça qu'ils ont inventé et qui est très sûr et très rapide et sans effet secondaire. Et du coup, là, en Autriche, c'est pareil qu'en Belgique ou pareil qu'en France, c'est-à-dire en Belgique, ils n'avaient pas la castration n'était pas notifiée dans la loi. On va voir ça. D'accord. Et ben on va voir ça, et tu vas voir que c'est plus compliqué que ça, et qu'il y a un mouvement, un petit battement d'aile de papillon qui va se passer en Autriche et qui va avoir des répercussions, qui va avoir des répercussions en Europe. Ouais. Donc, il baigne dans cet univers-là. Donc, il est déjà anarchiste, il est déjà libertaire, et il y a son frère qui fait des vasectomies, qui invente mais de façon très officielle. D'accord. Vraiment. Il est médecin, chirurgien, urologue à l'hôpital de Grasse. Le frère, hein. Le frère, oui. Et Norbert, lui, il est chirurgien général. Médecin amateur. Il opère le dimanche après-midi. C'est ça. Non, est-ce qu'il gagne 10 fois plus que... Non. Pour ceux qui ne savent pas, il faut aller voir... une vieille troupe de comédiens qui s'appelait... Les professionnels. Ouais, qui s'appelait Les Professionnels. Vous les retrouverez sur YouTube. Bon bref, et donc en fait il fait ça, mais j'ai besoin de te faire un petit point de détail sur ce qui s'est passé dans les années 29-34 en Autriche, vraiment. C'est précis. Ouais, parce que tout à l'heure je t'ai parlé de l'opération réjuvénatrice, hein, tu sais, de Steinhardt. Oui, tout à fait. Steinhardt qui était déjà en Autriche. Donc lui il développe de son côté quelque chose qui est en lien avec la vasectomie. On est sur ça. Et en fait, à l'époque, il y avait 4 grands types de vasectomie. Oui, tu m'en avais parlé. La vasectomie thérapeutique. Donc là, je t'en ai parlé aussi. C'est ceux qui évoquaient le fait que on soigne l'hypertrophie bénigne de la prostate avec la vasectomie. C'est ce pourquoi la vasectomie, au départ, a été testée, tentée et puis développée. Bon. La régénératrice, ça c'est l'opération de Steinhardt. C'est c'est donner un coup de boost, de cure de jouvence à des hommes avec ça. La vasectomie eugénique, donc ça c'est ce qu'on a évoqué en fin d'épisode, en fin de première partie sur les dérives qu'on peut avoir en sélectionnant soit les bonnes personnes pour la société pour améliorer la société, soit en éliminant les mauvaises personnes pour la société pour essayer de l'améliorer. Donc là, on est dans ces schémas-là. Et donc la vasectomie anticonceptionnelle. Et il faut savoir que sur les 4, globalement, c'est l'anticonceptionnel qui est pas autorisé. Surtout si c'est anticonceptionnel volontaire. Si c'est anticonceptionnel non volontaire, bon là on tombe dans l'eugénique et puis on est plus sur de l'acceptable, etc. Et donc il faut savoir que les autorités à l'époque ont encouragé le développement de cette technique-là, notamment parce qu'il y avait 3 indications officielles qui plaisaient. Ben voilà, et qu'il fallait développer. Et c'est pour ça qu'en fait, il y avait des chirurgiens urologues de premier plan qui ont développé, qui faisaient ça et qui avaient tout à fait le droit. Sauf que
À cette époque-là, l'Autriche, en particulier dans les années 29-34, c'est, je vais dire, plus qu'ailleurs en Europe, une poudrière idéologique. Depuis la ratification du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919 et la création post-Première Guerre mondiale de la Première République d'Autriche jusqu'à l'Anschluss de 1938, donc entre 19 et 38, on est sur une période assez courte en histoire. Et même avant, jusqu'à l'instauration de l'austrofascisme en 1934, finalement, il va y avoir des luttes internes très violentes en Autriche. Il va y avoir là-dedans vraiment un creuset idéologique intense. Mais vraiment, si vous connaissez pas l'histoire de l'Autriche à cette époque-là, c'est important, je pense, d'aller voir un peu parce que c'est un des grands moteurs de l'histoire européenne de l'entre-deux-guerres. Et je pense que c'est important d'aller connaître un peu ce contexte-là. Donc, il y a un contexte ultra tendu entre des anarchistes, des libertaires, des insoumis et des insubordonnés au pouvoir qui vont créer des comités anarchistes de défense du droit à la vasectomie en Autriche. D'accord. Donc là, tu vois, clairement, dans le titre, il y a déjà une invitation. Et ils vont poser l'acte de vasectomie comme un acte militant de stérilisation volontaire. D'accord. Vraiment. Et c'est là où ça apparaît en Europe, en fait. Plus qu'ailleurs, c'est là où ça apparaît. C'est là que ça commence, ouais. Et en fait, il va y avoir deux écoles, l'école semi-clandestine et l'école clandestine. L'école semi-clandestine, globalement, c'est détourner les moyens légaux, les hôpitaux, les services de chirurgie où ça se pratique. Pour faire les trucs proprement. Et se dire, en fait, on a 3 indications officielles, une indication officieuse, en fait, on dit qu'on va la faire pour une indication officielle et... L'indication officieuse, on va la faire passer sous une indication officielle, tu vois. Ou alors, on va convaincre les médecins qui le font, de faire des heures supplémentaires ou de faire des rajouts, etc. Bon. Puis après, il va y avoir l'école complètement clandestine où là, des gens qui sont... On assume ce pourquoi on fait le truc. Pas officiellement médecins ou alors qui sont sortis du cursus et qui finalement vont faire ça dans des arrière-boutiques, dans des appartements, dans ci et dans ça. Bon. Et l'école semi-clandestine, elle va être incarnée vraiment par le docteur Schmerz et son chef de clinique, Hermann Bartosek. Donc eux, ils sont au poste très officiellement à Graz. Graz, c'est la capitale de la Styrie, une région du sud de l'Autriche. Et ils opèrent de façon quotidienne des hommes pour les indications validées dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bon. Ils se permettent ainsi de parfaire leur technique et de développer cette technique moins invasive, un peu plus rapide et sans moins de risques. Et avec moins de risques dont je te parlais plus haut à plusieurs reprises. Bon. Et donc, ils vont être convaincus, notamment grâce à la famille Bartosek, Schmerz va être convaincu grâce à la famille Bartosek, de commencer à accepter de recevoir des hommes sains et volontaires, donc hors indication officielle. Et en compte rendu, ça se trafique facilement. Et c'est là où il va y avoir le battement d'aile de papillon. Parce que ils faisaient ça depuis début des années 20 jusqu'à la fin des années 20, jusqu'à 1929. Et ils ont commencé à faire ça tranquillement et vraiment en sous-main, en activité marginale de leur activité de bloc. Et le battement d'aile du papillon vient d'un pénitencier autrichien, 1929. Il y a un prisonnier qui est inspecté par un médecin qui constate qu'il a des cicatrices. Des cicatrices au niveau des bourses, et qui lui demande d'où viennent ces cicatrices. Et le prisonnier va expliquer qu'en fait, il s'est fait opérer par un certain Dr Schmerz, et que cette opération était destinée à lui procurer une stérilisation qu'il avait demandé, parce qu'il ne faisait pas partie des standards des gens qu'il fallait stériliser. D'accord. Parce qu'il n'était pas porteur de tard ou mais il était prisonnier, donc... Oui, mais il était prisonnier parce que... Sa tare, c'était peut-être d'être anarchiste. Et donc, le médecin de la prison, il s'empresse de dénoncer aux autorités ces agissements qui constituent, je cite, une lourde menace contre la vitalité de la nation. D'accord. Bon, là, on est sur clairement ce genre de débat.
Après, on était sur une époque où c'était hyper tendu en Europe et ça sentait la guerre, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et on avait le souvenir de la Première Guerre qui a fait... Donc ce petit examen clinique là qui constate des cicatrices et qui constate qu'il y a quelqu'un qui a été opéré, en fait, il y a une dénonciation, les autorités s'emparent du sujet et s'ensuivent de nombreuses perquisitions, des arrestations, des interrogatoires dans des foyers ouvriers et 13 personnes qui avouent avoir été opérées par le docteur Schmerz. On est sur la même histoire qu'en France, à Bordeaux, là, pour l'instant. Exactement. Et qui sont solidaires et qui refusent de déposer contre lui. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, il va y avoir les mêmes débats qu'en France. Il va y avoir des experts qui sont convoqués et qui sont embarrassés parce qu'en fait, ils ne savent pas, en voyant juste les cicatrices et puis comme à la fois le docteur Schmerz refuse de témoigner et les personnes refusent de porter plainte contre lui, ils sont incapables de savoir quelle opération réelle a été pratiquée. D'accord, ok. Et donc, ils ne peuvent pas affirmer que la stérilité qui a été acquise est définitive. Ils ne savent pas si c'est juste une ligature ou une section du canal spermatique. Ils ne sont pas en mesure de dire s'il y a des effets secondaires à long terme. Et dans le doute, le professeur Schmerz, il est inculpé pour blessure corporelle légère. Et finalement, de l'examen de ce prisonnier fortuit dans le pénitencier en 1929, le professeur Grasse va être condamné. Et c'est le professeur Grasse. Et le professeur Schmerz de Graz va être condamné et ça va être le premier procès de l'histoire. D'accord, sur ce sujet. Sur le sujet et qui va être suivi par beaucoup d'autres procès et surtout. Le frère, il n'a pas eu de soucis la du coup. Puce à l'oreille qui a été mise. Non, le frère pas encore. La puce à l'oreille qui va être mise aux oreilles des autorités en se disant il se passe des choses en marge de l'activité de vasectomie. Et en fait, dans les années 30, il va y avoir pas mal de procès en Autriche, justement. On découvre qu'il y a des mouvements comme ça en sous-main qui existent. Et donc, ce qui se passe, c'est que une sorte de cheval de Troie est entré dans le système et que des médecins locaux, des étudiants en médecine, des militants anarchistes, des ouvriers s'associent maintenant. Parce qu'en plus, ça a fait les titres de la presse. Donc, il y a les autorités qui savent que ça existe, que c'était organisé en petits comités, mais maintenant, il y a des volontaires qui s'organisent. Ils se disent, c'est une idée intéressante, donc on va la reprendre à notre compte. Donc, il va y avoir un effet boule de neige. Les pays à côté aussi l'entendent. Il va y avoir un effet boule de neige. Et donc, il va y avoir de plus en plus de recours au circuit, je te parlais tout à l'heure du semi-clandestin, mais du circuit clandestin. Et donc, en fait, on va avoir des grandes enquêtes qui vont être réalisées, et en particulier dans la région de Linz, donc une autre ville d'Autriche, on se rend compte qu'en fait, des travailleurs s'organisaient pour aller en masse à Graz pour se faire stériliser par le professeur Schmerz. Et on découvre qu'il y aurait 500 employés des chemins de fer qui se seraient fait opérer entre 5 et 700. C'est énorme. Ouais, entre 5 et 700, donc on est sur du chiffrage là, on est sur de l'industriel quand même. Ouais, on est sur du quasi-industriel. Et donc le professeur Schmerz, lui, donc il a sa première condamnation, qui est une condamnation symbolique parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de texte qui prévoit ça. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Donc il n'y a pas vraiment eu d'impact sur sa carrière. Mais alors si, tu vas voir. Mais on a les autorités pressentent qu'il y a un problème, mais ils n'ont pas encore identifié le problème. Sachant que, comme je te disais, en parallèle, il y a des annonces publiques qui sont faites par la presse, etc. Et donc, il y a un premier grand meeting de protestation qui est organisé dès qu'il est condamné le 26 novembre 1929. Et le côté... Donc, il y a le soutien de la population, d'une partie de la population. Mais par contre, il y a aussi des gens qui tirent à boulet rouge sur lui, en particulier ses pairs
puisque l'association des médecins allemands autrichiens n'est pas en faveur de cette pratique et va simplement le rayer du tableau et l'interdit d'exercer, considérant que, je cite, ces opérations menacent l'avenir de la nation et s'opposent à l'éthique médicale allemande. Et ils disent aussi, il n'existe pas une injure plus grande pour un Allemand que de s'entendre dire qu'il n'est pas un homme. Pour cette raison, aucun Allemand ne se laissera déposséder de sa virilité. Ouais, c'est exactement ça. Bonhomme. Et donc, il l'exclut C'était une autre du tableau. époque, hein. Ouais, Ça, il faut garder en tête que voilà, c'est une autre époque. Les années 30. Enfin, tu vas me dire qu'aujourd'hui, avec tous les groupuscules, comment ils s'appellent, pas les muscus, les mascus, là, tu sais, avec les histoires qu'il y a eu avec Abrèche frère, Abrèche sœur et tout, tu vois. C'est tout à fait de... Donc Schmerz est condamné, il est radié de l'ordre des médecins allemands, enfin autrichiens allemands, et malgré tout, il va être encore arrêté à 2 reprises en 1933 et en 1934 pour les mêmes faits. Donc il va continuer de façon clandestine à exercer et à faire ce truc-là. Mais c'est loin d'être le seul qui le fait. Puisqu'en 1932, la deuxième grosse affaire éclate. Et là, en l'occurrence, c'est l'Union des socialistes anti-autoritaires. Les noms qu'ils avaient. Ouais. Et là, on retrouve déjà des théoriciens anarchistes à l'intérieur, notamment Pierre Ramu, qui est l'animateur principal du comité anarchiste de défense du droit de la vasectomie en Autriche. Ah oui, ils avaient des noms assez hauts en couleur, je trouve. Ah oui, mais qui indiquaient bien ce qu'ils étaient. Complètement. Alors lui, il défend aussi le droit à l'avortement pour les mêmes raisons. Ils organisent de nombreux meetings et diffusent des textes en faveur de la stérilisation libre. Et donc, suite à tout ça, ils se font un peu trop remarquer par les autorités qui enquêtent et qui découvrent qu'il y a un groupe de médecins, d'étudiants qui sont anarchistes ou affiliés aux anarchistes qui a réalisé des opérations dans une démarche d'entraide sociale. C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais des moyens, tu payais un tarif bas. Si tu n'avais pas de moyens, c'était pris en charge, entre guillemets. Non, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait plus de gens qui faisaient la vasectomie qu'aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. En tout cas, tu avais des gens qui étaient très motivés, quoi. Hyper volontaires, quoi. Même si c'était pas dans un but de couple, c'était quand même... C'est un but super militant. Ouais. Et voilà, il y avait quelque chose derrière, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, on se rend compte aussi qu'une partie des médecins reversent leurs gains professionnels aux organisations anarchistes, etc. Et au final, on redécouvre de nouveau une affaire avec plusieurs centaines d'hommes qui sont vasectomisés. Il y aura 84 personnes qui seront arrêtées. Et au final, ils en mettront 20 en prison, essentiellement les organisateurs du réseau. Et là, pareil, ça va faire des grandes manifestations à Vienne en 1932 pour libérer un petit peu ces personnes-là, qui sont inculpées de, je cite, crimes anticonceptionnels. C'est comme ça qu'ils avaient qualifié l'histoire, les Autrichiens. Et en fait, le procès aurait pu se terminer comme ça, puisqu'en fait, ils étaient partis sur... Donc on est en 32, et le procès allait vers un acquittement général. Ouais. Sauf que en mai 34, en Autriche, il y a le régime de Dollfuss, qui est donc l'austrofascisme, qui se met en place. Et donc, le procès, il est relancé complètement, parce que pour le coup, on est face à des fascistes qui veulent faire un exemple. Ouais. Et pour le coup, Ramus et 18 autres de ses camarades, au lieu d'être acquittés et relâchés, sont envoyés aux travaux forcés pendant 10 mois. J'imagine qu'ils ne sont pas allés ramasser des feuilles dans la rue. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là aussi, c'est important d'avoir le contexte en tête que ça bouge beaucoup et que d'une année à l'autre, parfois, on a des changements de régime qui sont colossaux avec des implications énormes. Au global, entre 35 et 38, il y aura encore d'autres affaires qui vont suivre.
Puis après 38, c'est l'Anschluss, c'est les nazis qui annexent complètement l'Autriche et qui, pour le coup, vont durcir encore plus le régime autoritaire et judiciaire. Et c'est compliqué d'avoir des données précises sur ce qui se passe à partir du moment où le régime austrofasciste de Dollfuss et puis après, en pire encore, avec les nazis. Mais globalement, on considère que l'activité a décliné un petit peu, notamment par l'exil de beaucoup de praticiens qui ont fui ces régimes-là, parce que indépendamment des vasectomies qu'ils pratiquaient, ils étaient quand même anarchistes, communistes et pas très très en odeur de sainteté avec les nazis. Et donc, c'est pour ça que les frères Bartosek, et en particulier Norbert, ont fui l'Autriche. Et c'est ainsi que Norbert a commencé à partir d'abord en Espagne. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est comme ça que d'un petit battement d'aile d'un papillon, d'un prisonnier qui se fait examiner en 1929 de façon fortuite, on se rend compte que... c'est vraiment le hasard, quoi. Que ça pousse les gens, et puis ça, plus le contexte historique qui est particulièrement tendu. Donc, comme je te disais, Norbert Bartosek va trouver refuge en Espagne. Là, il sait qu'il y a un mouvement anarchiste qui est déjà puissant et organisé, qui est présent sur le terrain. Et donc, on va retrouver sa trace à Madrid dès décembre 1933. On n'est pas loin de 1935. Là, il est arrêté suite à des stérilisations sur des travailleurs anarchistes membres... volontaires. Membre ou proche de la Confédération nationale du travail, section de l'Association internationale des travailleurs, le CNT-AIT. Et c'est la même année qu'il est retrouvé un support de propagande en faveur de la vasectomie qui est diffusée en sous-main, qui s'appelle Vasectomia amor sin consequencias, la vasectomie, l'amour sans conséquences, qui est publiée par ce même CNT-AIT, et dont l'auteur est un certain Gerardo Liguda, qui est présenté comme un membre de la Ligue internationale. Tu n'as pas fait d'espagnol, toi. Pas fait d'espagnol, non. Ça s'entend. Je suis plus à l'aise avec l'allemand. Et il se trouve que c'est probablement, ce Gerardo Liguda, c'est probablement un pseudonyme pour Norbert Bartosek. D'accord. Donc en fait, il diffuse non seulement sa pratique, mais aussi ses idées. Et là, on va retrouver dans l'Espagne de ces années-là un certain nombre d'affaires qui se déroulent. Donc Madrid, c'est la première fois où il se fait attraper et où on considère qu'il est impliqué directement. Il va aller du côté ensuite du Pays Basque, là où il va rencontrer un certain Isaac Puente Amestoy, dont le pseudonyme est un médecin rural, pseudonyme qu'on retrouve dans beaucoup de revues, d'articles, de documents de propagande. Donc il signe de son nom un médecin rural. Et ce médecin rural, ils ont une communauté d'esprit avec Norbert Bartosek, puisque dans ses propagandes, il marque que l'opération, c'est une opération non autorisée par la loi, qui doit être exécutée clandestinement avec une grande discrétion. C'est pour ça qu'en fait, les médecins qui la pratiquent ne peuvent pas demander d'argent, ne peuvent pas exiger d'être payés, etc. Et donc, ça doit être une opération qui est offerte au peuple. Je trouve ça pas génial, mais je trouve à l'image des anarchistes, de l'image qu'on a sur on va jusqu'au bout de nos idées. Parce qu'aujourd'hui, de gauche ou de droite, il y en a plein qui quand même profitent du système pour avoir quand même l'argent, tu vois. Je veux dire, je trouve c'est beau parce que du coup, tu vas jusqu'au bout de ton idée, quoi, quand même. Et c'est très représentatif de l'image qu'on a des anarchistes de cette époque, quoi.
Donc on sait que les deux vont collaborer, vont faire des participations communes à des publications, vont faire de l'éducation à la sexualité, vont faire de l'éducation, des conseils, ils vont probablement opérer ensemble et et Bartosek va aider La formation. Puente à améliorer sa technique. En tout cas, les deux vont faire un bon faire duo. un petit bonhomme de chemin avant d'être attrapé de nouveau. Puisque mine de rien ça reste pas très soutenu par l'autorité, hein, tout ça, et il va y avoir un petit peu d'eau dans le gaz parce que cette vision là elle n'est pas partagée par tout le monde même dans le milieu anarchiste, puisque il y a certains qui n'acceptent pas l'idée d'avoir recours à cette radicalité-là au niveau anticonceptionnel, en fait. D'accord. Voilà. Et surtout le côté liberté sexuelle qui va avec, ça n'est pas complètement bien perçu par tout le monde. Bref, il est arrêté, donc je te disais, à la fin de l'année 1933 à Madrid, et c'est là où il s'exile à Lyon. Parce que bon, il s'est dit l'Autriche c'est fini, l'Espagne c'est fini, ils essaient de me rattraper de partout, donc je vais aller voir du côté de la France. Là, à Lyon, on retrouve le réseau dont je te parlais tout à l'heure, qui l'a accueilli et où il a commencé à faire un certain nombre de vasectomies, probablement plusieurs dizaines. Puis après, il va à Bordeaux, et c'est à Bordeaux qu'on le retrouve. Donc invité par les Bordelais, et donc le 23 et 24 mai 1935, il va opérer 15 volontaires dans l'appartement des Prévotel qui sont employés des postes. Ça m'impressionne, quoi. 15 personnes, quoi. Ouais. C'est 7 par jour. Ouais, c'est ça. Hein. 7 et demi. C'est ça. Donc l'enquête va débuter sur la dénonciation qui est concomitante par l'ami de Prévotel et par un médecin qui examine un des patients qui a eu un effet secondaire de la cocaïne. Ce qu'elle va permettre d'identifier, c'est comment se sont déroulées les opérations. Globalement, les patients étaient tous volontaires, étaient tous consentants et étaient tous présents de leur propre gré dans l'appartement, que les Prévotel ont mis à disposition du linge, du matériel d'asepsie, de lessiveuse qui a été utilisé comme étuve à disposition du chirurgien. Le chirurgien proprement quand même. Ouais, le chirurgien a amené lui-même son matériel, en l'occurrence une trousse chirurgicale. Donc oui, ça correspondait à du semi-pro en fait. Oui, c'est un bloc au noir, quoi. Mais en même temps, je pense que quand il arrive à Bordeaux et quand il fait ses opérations, il a probablement des milliers d'interventions au compteur. Oui, bien sûr. Il a. Oui, mais ça n'empêche pas l'erreur. Il n'a pas le chiffre exact, mais il a appris à faire ça propre en tout cas. Et puis de toute façon, si ça avait été un boucher, on l'aurait vu beaucoup plus tôt. Oui, ça serait vite. Il y aurait eu des morts. Et pour le coup, il y aurait eu moins de soucis à l'incriminer pour castration, parce que s'il avait fait des infections testiculaires, les testicules auraient disparu, et puis pour le coup, puis c'est pas un type qui fait ça pour de l'argent, c'est quelque chose d'idéologique pour lui. Donc il a tout intérêt à le faire correctement, quoi. C'est ça. Donc l'intervention, comme tu disais, c'est assez à la chaîne, puisque il faut malgré tout, dans des locaux qui ne sont pas adaptés, pouvoir enchaîner 7-8 patients dans la journée, et une piqûre de cocaïne, une incision, une piqûre de cocaïne, une incision, et c'est facile. D'ailleurs, il y a j'ai trouvé un témoignage de quelqu'un qui l'aidait, qui disait c'est facile, donc le canal déférent il est corné, il est blanc, tu ouvres le testicule, tu dégages le canal déférent, tu ligatures avec un fil de chirurgie, et puis après tu coupes un morceau en bas, un morceau en haut, on ligature, et puis après on referme, c'est fini. Et c'est toujours pareil. Et donc c'est comme ça qu'on a notre fameuse histoire de 1935 et de Bordeaux.
Dans les journaux, donc comme je te disais, l'article qui met le feu aux poudres, c'est le 1er avril 1935, le matin, qui lance un peu l'affaire. Là, on voit des titres qui sont, tu sais, grandiloquents, fatigue, qui sont utilisés pour capter l'attention. Par exemple, on a des qualificatifs de mœurs sauvages, de défi à la raison. Et puis, on s'interroge sur le refus de procréer, sur l'opportunité de la vasectomie. On fait le parallèle avec l'eugénisme négatif. Tu sais, celui qui vise justement à sélectionner des profils génétiques vus comme déficients. On se demande si Bartosek, qui est un étranger, alors forcément avec toutes les connotations qu'on peut avoir dans cette époque-là, si c'était pas quelqu'un qui œuvrait pour le compte de l'Allemagne en agent de l'étranger qui veut atteindre la France dans la production de sources vives, tu vois, un espion qui a vocation à faire en sorte qu'il y ait moins de Français pour être plus vulnérable face à l'Allemagne. Il y a d'ailleurs il y a vraiment des articles qui sont très très orientés là-dessus. On met clairement de l'huile sur le feu sur ces patients-là. Quel que soit le côté, ça rajoute quoi. Ouais. Après, il y a aussi tous les débats moraux qui existent sur la possibilité d'une affection collective qui amènerait l'homme à l'état primitif, qui affaiblirait la race, qui met en péril la jeunesse, qui concerne davantage la communauté que l'individu qui l'a subi parce que il y a des conséquences sociales, etc., etc. Enfin, c'était assez hallucinant les articles de presse que j'ai lus de l'époque-là. Qui ont vraiment une approche très très radicale. Je ne sais pas si on aurait encore ça aujourd'hui. On a une presse qui est quand même plus soft, je trouve. Ça dépend. En tout cas, voilà. Au niveau presse, ça donne ça. Au niveau justice, clairement, ça va patiner. Et pourquoi ? Parce que il y a une zone de flou, comme je te disais. Les mêmes zones de flou qui avaient été vues chez les Autrichiens, c'est les mêmes se retrouver ici, en France, parce qu'en fait, c'est autorisé, sauf pour le droit français ne l'interdit pas. Donc, si c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Mais en même temps, on aimerait bien quand même que ce soit pas autorisé, parce qu'il y a quand même cette agitation sociale. Et Bartosek, il va clairement faire le spectacle dans son procès, parce que il fait une bonne impression sur le public. La presse le décrit comme sympathique. Un homme d'une 40aine d'années qui est grand, élancé, le visage salubre, les cheveux blonds, le regard vif. Dans son attitude, il y a quelque chose d'aisance naturelle et d'autorité. Il est charismatique. Ouais. Il parle notre langue non seulement très correctement, mais avec une certaine élégance, que rend plus sensible encore son accent étranger. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur la stérilisation écrit directement en français, donc on salue son niveau de français. Les journaux populaires, eux, parlent même de charmeur, d'assez joli garçon qui évoque plutôt l'image d'un danseur, ce qui fait qu'en fait, ce côté charismatique et plutôt beau, etc., va être tourné par ses détracteurs comme étant quelqu'un qui essaye d'embobiner les victimes. Et donc, ils se disent que les hommes de bonne foi n'ont pu que se laisser avoir par ce genre de personnage qui a un esprit pervers. Des êtres naïfs, mais... Ça veut dire que les Français sont un peu idiots, quoi, finalement. C'est ça qu'ils sont en train d'insinuer. Donc les débats, ils vont tourner autour de est-ce des castrations ? Est-ce que le libre arbitre de chaque individu, le choix éclairé de chaque individu, est-ce que c'est acceptable ou pas ? Est-ce que dans ces circonstances-là... Consentement éclairé. Qu'on a aujourd'hui. Est-ce que les gens, dans ces circonstances-là, ont un consentement éclairé qui est à respecter ou pas ? Est-ce qu'ils disposent librement du droit de disposer de leur corps ? Ça, c'est autre chose aussi. C'est un vaste programme, ça aussi. Quelle est la prééminence de l'individu sur la nation ? Ou l'inverse, est-ce que la nation prévaut sur l'individu ?
Et globalement, comme je te disais... Ça ouvre un gros débat philosophique aussi, éthique, philosophique et politique du coup. Et globalement, ils ne sont poursuivis que pour castration, qui est le seul crime pénal qui peut être retenu, qui est poursuivi quand même qui est passible de travaux forcés. Hein. On est sur ce genre de peine-là. C'était quoi les travaux forcés à l'époque ? Les travaux forcés, c'était le bagne, c'était... Ah oui, voilà. Ouais, c'était pas oui, rien. non, c'était pas... On t'envoyait casser des cailloux en Guyane. Ouais, hein. Voilà. Sur les îles du Salut. Ouais. Et donc, les experts vont être appelés à la barre, ils savent même pas ce qui a été pratiqué comme opération, donc ils ont du mal à dire si oui ou non on peut restaurer la fertilité des hommes, parce que si on peut pas restaurer ces castrations et ces travaux forcés, si on peut, même s'il y a un doute raisonnable, c'est compliqué. Est-ce que ça avait été essayé, ça, ou pas ? Tu sais, comme ils avaient fait des tentatives, Eh ben oui. Le sens inverse, ils l'avaient fait, ça. Oui. Et en fait, ça avait marché ? En étant un bon chirurgien, en ayant les bons moyens, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais. Mais il faut pas, par exemple, que les canaux aient été cautérisés. Il faut pas qu'il y ait eu de rétraction. Il faut qu'il y ait un clip seulement. Oui, ou un fil ou quelque chose. Mais c'est techniquement possible. Oui, les clips, ça existait peut-être pas à l'époque. Mais même aujourd'hui, c'est compliqué. Donc oui, tout à fait, ouais. À l'époque, c'est... C'est réversible, mais pas forcément à 100%. C'est ça que tu es en train de dire. C'est compliqué. Donc, tranquillement, on va glisser vers des chefs d'accusation un peu plus légers, qui étaient plus correctionnels que criminels. Et au final, on va requalifier les faits de coups et blessures avec préméditation. C'était ouvert au public, le procès. C'est un procès public. Il y a dû y avoir c'est pour ça que... un barouf de dingue, quoi. C'est pour ça que Norbert Bartosek, il a fait son cinéma, quoi. Ouais. Puis il avait forcément des gens qui étaient... au moins les militants avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Les accusations, alors ils ont tenté des accusations d'attentat à la morale, d'attentat aux intérêts de la société, et en fait, comme tout ça c'était dans une zone grise, ça n'a pas vraiment été retenu. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le tribunal correctionnel de Bordeaux, quand il rend son verdict le 2 mai 36, il condamne Bartosek à 3 ans de prison, 10 ans d'interdiction de séjour. Et les 10 ans d'interdiction de séjour, c'est surtout le fait que un étranger est venu, entre guillemets, perturber la société française sur le territoire national, en fait. Donc la partie la plus importante de la condamnation, c'est surtout à cause de cette trouble à l'ordre public, on va dire. Voilà. Les 3 ans de prison, c'est pour parce qu'il a été reconnu comme coupable quand même de castration avec violence. Il va faire où, ça ? Prison en métropole, là pour le coup, il n'est pas envoyé au bagne. Mais la cour d'appel se saisit du dossier dès le 1er juillet. Et le 8 juillet, elle rend son arrêt qui confirme les motifs de condamnation, mais qui diminue les peines, notamment celle de Bartosek, et qui ramène la peine de Bartosek à 1 an de prison ferme seulement. Et comme il a déjà fait 15 mois de détention, en fait, il peut sortir dès maintenant. Et il y a la Cour de cassation qui est appelée à se... Pourquoi ils se sont saisis tu sais pourquoi ou pas La Cour d'appel a décidé de... c'est Bartosek qui a fait appel. Ah oui, d'accord. Okay. Bartosek a fait appel. Et pour le coup, ça aurait pu être l'inverse, et en disant oui, c'est pas suffisant, on veut plus, quoi. Ouais, non. Et en fait, donc la Cour de cassation en 37 se pose sur le cas qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel. Et la vasectomie, à ce moment-là, c'est une des premières, c'est le premier fait de jurisprudence française sur le cas. La vasectomie est assimilée à des coups et blessures faits volontairement avec préméditation. Et ce que les victimes aient consenti ou non aux violences n'est pas exclusif de la préméditation. C'est-à-dire qu'en fait, même si les gens ont été volontaires, ils se sont présentés, etc., tu as quand même une préméditation. C'est particulier, ça. Enfin, je veux dire, si t'es volontaire, quoi. Ouais. Mais t'es peut-être volontaire abusé. Tout à fait. Suite à ça, donc Bartosek est libre, il retourne à Lyon, puis après il passe en Suisse. Du coup, l'annulation des 10 ans en dehors de la France, ça a été annulé aussi, alors ? Ah non, il a pas le droit de séjour, parce qu'après, donc, il va à Lyon.
il passe en Suisse. Ah oui, d'accord. Et en Suisse, il va rester jusqu'en 1938. Il va faire des conférences dans les milieux syndicaux. On perd sa trace ensuite. Il continue ses opérations ou pas? Probablement. En Suisse. Ouais. Ah, ça, il n'y a pas vraiment de données. Probablement, Okay. mais je perds sa trace complètement. On n'a plus de vision. Et après, il va partir en Amérique du Sud, où on sait qu'il meurt en 1959. Putain, mais l'Amérique du Sud, c'était le continent rêvé pour tous les Européens. C'est incroyable. Tout à fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, il y a eu un coup d'arrêt des stérilisations clandestines après l'affaire de Bordeaux, puisque les réseaux ont été quand même cassés, qu'il y a eu quand même des condamnations, etc., et qu'on est passé un petit peu à autre chose. Bon. Concrètement, les idées qu'elle a véhiculées, notamment les idées néo-malthusiennes, ne disparaissent pas avec ça. Là-dessus vient la Seconde Guerre mondiale, puis l'après-Seconde Guerre mondiale, avec d'autres mouvements libertaires, d'autres idées qui évoquent, et notamment dans les années 70, des mouvements de lutte pour l'accès à la contraception, à l'avortement, à la libéralisation des mœurs, etc. Et là, Simone Veil, tu nous entends? Et là, on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qui s'était passé dans les années 30-35 Et on retrouve ces documents ces documents de propagande là, qui avaient été diffusés par ces mouvements-là, etc. Et c'est vrai que ça commence à revenir un petit peu mais il faudra 35 ans, tu vois, pour que ça revienne sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène. Tout en restant illégal. Parce qu'en France, la vasectomie, elle est légale, tu sais depuis quand? Bah non. 2001. 2001? 2001. J'avais 15 ans. 2001. J'avais 15 ans? Oui. Seulement. Mais c'est hyper tardif, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, nos lois de bioéthique, les premières lois de bioéthique, tu sais, 1994 en France, interdisaient explicitement la vasectomie. Pourquoi? Pour cause de mutilation volontaire, d'atteinte à l'intégrité corporelle. Faut pas toucher à votre appareil, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Nous, on en fait ce que tu veux, de la charcuterie, de la boucherie et compagnie. Mais alors, faut pas y toucher à votre 3 pièces, hein, c'est incroyable. Hein. Donc ouais, là, elle était interdite. Première loi de bioéthique, ça est considéré comme mutilation corporelle et ou moyen eugénique. Non mais c'est surtout qu'en plus c'était bien fait, quoi. Je veux dire, ça aurait été une technique barbare comme l'avortement illégal, c'était le cas. Ouais. C'était barbare. Ouais. Là, ça a tout de suite été une opération qui a été faite tout en finesse, tout en délicatesse. Même en 1935, ils faisaient ça. Même en 1935, c'était déjà un truc délicat, bien fait. Alors que l'avortement clandestin, c'était pas le cas. C'était de la boucherie, avec le cintre, avec tout. Alors, c'était pas le cas pour tous. Parce qu'évidemment, il y en avait qui étaient bienveillants et qui essayaient de faire au mieux, au plus propre. Mais, tu te rends compte ? Ah oui, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est pour ça que c'était important d'en parler là. Ah mais oui, on est d'accord que parce que ça concerne l'homme, ça a tout de suite été bien fait, quoi. Ouais. C'est fou, hein. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé en France considère la vasectomie comme une stérilisation à visée contraceptive. Donc elle a modifié ces mots. Hein. Elle est souvent choisie comme d'autres méthodes de contraception, quand d'autres méthodes de contraception ont échoué, pardon. Juste, ça a changé en 2001 parce qu'il y a eu des demandes de la part au niveau médical, ou c'est juste que c'est venu sur le tapis et ils l'ont fait. Ah bah c'est venu parce qu'à un moment on se re-questionne sur les choses. On se questionne sur les choses, ouais, exactement. Non mais il y aurait pu y avoir un élément... Non, les éléments, on les avait déjà. Hein. Oui, non, mais un truc qui te fait te questionner, enfin, je sais pas, un truc dans la presse, ou tu vois. Donc, donc la Haute Autorité de Santé recommande d'informer le patient des risques qu'on comporte l'opération, des conséquences et des soins post-opératoires, classiquement. La décision se fait en concertation avec le médecin, après un délai de réflexion de 4 mois, pour le coup. Les mineurs ne peuvent faire l'objet d'une vasectomie en France. Bon, ça, c'est normal. Pas faire non plus l'objet d'une ligature des trompes. Et
il faut que la personne majeure puisse exprimer volontairement sa volonté de façon libre, motivée et délibérée, suite à la réception d'une information claire, complète sur les conséquences. Donc il faut être majeur, capable. En France, dans les années 2000, on avait à peu près 1 millier de vasectomies par an. Voilà. En 2013, on était à 2800. Et en fait, en 2022, on est à 30 288 opérations de vasectomie. C'est pas énorme, hein? Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Après, il n'y a pas une grosse publicité. Est-ce que les gynécos, est-ce que les uros... bon, après, une femme peut voir plus souvent un gynéco, donc tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que... Tu vois? En France, faut savoir que c'est une opération qui est remboursée par la Sécurité sociale, à hauteur de 70% de la base du tarif conventionné, comme d'hab, en fait. Je t'ai fait un petit topo sur ce qui se passe ailleurs, Canada, Belgique et Suisse. Au Canada, c'est légal partout. Il faut avoir au moins la majorité, donc 18 ou 19 ans selon les provinces. Il faut un consentement éclairé obligatoire, mais il n'y a pas de délai de réflexion imposé. Donc là, ils n'ont pas 4 mois. Je pense quand même qu'un petit délai, c'est quand même pas mal. Alors, un point en France, t'es pas obligé d'avoir des enfants ni d'être en couple. Ah oui, ça c'est... Eh ben, c'est pareil au Canada, t'es pas obligé d'avoir des enfants. Et l'opération, elle est très courante. Elle est prise en charge par le système de santé publique, donc ce qui la rend gratuite ou peu coûteuse. Et très accessible. Donc le Canada fait partie des pays qui ont un recours assez avancé à la vasectomie masculine. Et dis-moi, les Américains. La Belgique, alors là, c'est... Attends. D'accord. Américain, je sais pas. Parce que bon, vu comment ils sont portés sur le sujet, c'est compliqué, quoi. Ouais, Make America Great Again, à mon avis, ils sont pas très... À la place de ça, ils ont des guns. C'est ça. En Belgique, il faut avoir 18 ans, il n'y a pas de délai de réflexion. Les médecins peuvent s'y opposer si elle est jugée, entre guillemets, impulsive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant ou que c'est trop jeune. D'accord, ok. Donc il y a une sorte de clause de conscience qui existe. Et chez nous aussi, ils ont le droit de refuser, non? De faire les urologues? Officiellement, non. Oui, mais enfin, officieusement, il y en a qui refusent. Oui. Surtout pour... Chez les femmes aussi, quand elles font surtout pour la ligature des trompes. Si t'as, à mon avis... Enfin, ça, c'est le gynéco. Il y a beaucoup de témoignages quand même, il y a encore beaucoup trop de témoignages de jeunes, par exemple, t'as 19 ans, t'as pas eu d'enfant, tu veux faire une ligature des trompes. Il y a beaucoup de gynécos qui iront pas. Il y en a même qui, même avec des enfants, refusent. Hein. C'est sûr. Moi, j'ai Bloodinner's Best Friend Forever. Ah oui, mais qui s'est fait faire... qui est tranquille. Ouais, mais, elle a toujours ses règles, hein, mais elle est... Ligaturée. Bon, en même temps, elle a 4 gosses. Hein. En Belgique, donc, c'est un peu moins répandu. Et en Suisse, pour le coup, c'est un acte qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, puisqu'il n'est pas considéré comme médicalement nécessaire. Donc, il faut débourser entre 700 et 1000 francs suisses. Ça correspond. Ça correspond à un peu plus, à peu près 1000 euros, je pense. Et donc là aussi, il faut être majeur, il y a un consentement écrit qui est obligatoire, il n'y a pas de délai légal. En fait, il n'y a que en France qu'il y a un délai légal de réflexion. D'accord. Bon, ce que je peux en dire, c'est que Bartosek, lui, il a été reconnu coupable, il a été condamné pour des faits qui sont avérés, répétés et puis revendiqués, parce que clairement, il a toujours revendiqué ses actes. L'essentiel au sens brut du chiffre de son travail n'a pas fait l'objet de poursuite. C'est difficile à quantifier le nombre exact, mais ça s'écrit probablement avec 3 voire 4 chiffres, le nombre de ses patients bénéficiaires. Il est difficile aujourd'hui, avec notre recul, de rejuger les actes commis par Norbert Bartosek. Il y a peut-être quelque chose à ajouter, c'est que si on a globalement avancé sur le sujet de la contraception, par mesure de stérilisation volontaire masculine, donc en l'occurrence vasectomie ou féminine par ligature des trompes, l'accès est toujours pas totalement simple ou naturel, c'est ce que tu disais, et que côté patient autant que côté soignant, il y a encore pas mal de refus ou de réticences pour la réalisation d'un geste, en particulier chez les jeunes, en particulier chez les gens qui sont pas en couple,
et ou qui n'ont pas encore ou peu procréé. Ou peu. Qui décide? Personnellement, j'ai pas vraiment eu à me justifier auprès de l'urologue. Je sais que ça s'est passé comme ça, mais je sais que ça existe encore. Par contre, j'ai dû me plier au délai de réflexion de 4 mois, alors que ma décision a été mûrie depuis très très longtemps. On en parlait. Oui. Ça faisait date depuis de 2017. Ça faisait depuis 2017 que j'avais pris ma décision, mais j'ai quand même dû me plier au délai de 4 mois. Donc c'est compliqué quand même quand on fait le parallèle avec d'autres délais de réflexion qui sont imposés. Je pense que ça t'a aidé d'être médecin aussi. Parce que t'as quand même vu 2 urologues, puisque du coup... à 4 mois d'intervalle. À 4 mois d'intervalle. Et ils ne se sont pas posé la question, en fait. Oui, parce que ils n'ont pas essayé de te convaincre de quoi que ce soit. Quoi, j'ai affirmé mon choix et je pense qu'effectivement ça aide. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même du chemin à faire sur le sujet. Je suis vraiment pas mécontent d'avoir abordé le sujet. Bah, moi aussi. Bah, tu sais que du coup, ta vasectomie, j'en ai parlé à plein de copines. Et j'en ai plein qui m'ont dit trop bien, si le mien il voulait bien et tout. C'est vraiment. Moi, je le sens arriver, mais c'est vraiment un futur soulagement. Je me sens déjà soulagée du truc. Après, j'ai toujours. Parce que faut qu'on attende le spermogramme. Mais. Ou alors, on fait retirer puis on se protège. Mais c'est vraiment un futur soulagement. Je sens déjà le soulagement. Il est déjà là alors que j'ai pas encore retiré mon moyen de contraception, là, tu vois. Me dire, super, quoi, il va tirer à blanc, c'est nickel, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était pas évident de se dire que c'était un sujet d'un podcast, et encore moins d'un podcast. Papa Blood, il va pas écouter. de true crime médical. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'investiguer cette histoire. Ça m'a fait plaisir de découvrir ce personnage de Norbert Bartosek et son histoire un peu folle qui nous a encore plongé dans les années 30 et qui sont des années un peu folles. Et merci beaucoup pour tous ceux qui sont parvenus jusqu'ici et qui nous écoutent. Merci de nous supporter. Ça nous fait chaud au cœur. Et je vois que il n'y a pas que Blue Dinners qui m'écoutent quand je raconte des histoires. Oui. Et donc, du coup, on a fait un peu le tour il n'y a pas longtemps pour voir. Là, on nous écoute dans le monde. Ouais, il y a quelques pays. En tout cas, merci de vos retours, de vos écoutes, de nos épisodes. Ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Abonnez-vous à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires, max d'étoiles. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicine City Podcast. Instagram, medicinecity.podcast et TikTok, medicinecity.pod. Tu veux nous parler du prochain épisode ? Bon, ça sera très succinct, mais on va parler de psychiatrie. Ok. Et de télévision en même temps. Très bien. Merci pour plus de détails. Tous. Restez connectés et méfiez-vous des arrière-boutiques sombres de nos villes. À bientôt. À bientôt.